So, Bien, mesdames et messieurs, le moment est venu d'entendre la conférence inaugurale assurée cette année par le docteur Arthur Eifinger. L'Académie de La Haye a 100 ans, sa raison d'être, son rôle et son bilan. Je vais vous présenter brièvement le docteur Arthur Eifinger. Tout le monde le connaît ici aux Pays-Bas et probablement dans le monde international juridique, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un classiciste, il a obtenu son doctorat à Amsterdam en 1981 et c'est un historien du droit. De 1970 à 1985, il a été chercheur à l'Institut Grotius de l'Académie royale des Pays-Bas et il a été éditeur de traités littéraires, juridiques et politiques Hugo Grotius. Il a été le cofondateur de la Fondation Grotiana en 1978 et de 1987 à 2003, il a été bibliothécaire en chef de la Cour internationale de justice et il a publié des monographies sur le Palais de la Paix en 1988, sur la CIJ en 1996 et sur la première conférence de la paix de La Haye, publiée en 1999. En 2004, il a fondé un centre de recherche sur le droit international et les études sur la paix lié à la capitale judiciaire, Judicap, et a publié des traités sur la Fondation Carnegie en 2004, sur la deuxième conférence de la paix de La Haye en 2007, sur Bertha von Suttner en 2013, sur l'Institut et La Haye en 2019 et une grande étude sur Tobias Hasser en 2019. Actuellement, il prépare une trilogie sur l'histoire de la Cour internationale de justice, 2022-2025. Merci infiniment, Dr. Eifinger, de bien vouloir assurer cette toute première conférence inaugurale de ce nouveau siècle pour l'Académie. Merci à vous, Monsieur le Secrétaire général, pour ces paroles très aimables. Mesdames et Messieurs, notre discipline n'a pas été vraiment très acclamée ou connue dans le monde. Depuis toujours, elle fait l'objet d'un examen minutieux et a fait l'objet de doutes conceptuels par un grand nombre de personnes. Les politiciens aiment mentionner notre discipline sous forme de principes généraux. Mais l'histoire nous rappelle que ça n'est que suite aux événements politiques et non pas avant eux que l'histoire se fait. Il faut du courage pour mettre l'accent sur les préceptes, sur les concepts tels que l'état de droit, la justice sociale et la paix. Mais c'est précisément de cela que l'on traite à l'Académie. C'est un institut de réflexion critique qui nécessite un esprit critique et un esprit ouvert. Ça n'est pas une école, ça n'est pas une doctrine. Elle repose essentiellement sur le choc des opinions et sur le dialogue entre les cultures et les générations. C'est une institution académique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ignore les exigences de la vie dans ses rencontres sociales et elle insiste sur la conscience humaine. En témoignent les 400 volumes de recueils de cours qui couvrent toutes les réponses données par
les champions du droit au vu des oppositions idéologiques, des troubles sociaux et au vu des progrès technologiques. Et dans le cadre d'une stagnation morale déplorable. Lors de l'ouverture de l'Académie, des millions et des millions de réfugiés traversaient l'Europe, de la Baltique aux Balkans, des personnes déplacées à la recherche de nouveaux foyers et d'une nouvelle identité. Si bien que ce siècle qui s'est écoulé n'appelle pas à la félicitation, mais plutôt à la détermination. Mais noblesse oblige, cette institution très noble démarre son deuxième siècle. Mais cette institution, finalement, a 2 millénaires d'histoire. C'est Platon lui-même qui, le premier, a réuni des esprits et des élèves dans une livrée près d'Athènes pour débattre. Aristote s'est joint à ces débats pendant une vingtaine d'années. Et ce débat informel a permis des dialogues les plus provocateurs et les plus charmants de la littérature mondiale. 2 siècles plus tard, l'Académie a glissé dans le scepticisme et a été dirigée par Carnéades, le Machiavel de son temps. Et Hugo Grotius l'a choisi comme son adversaire fictif de nombreux siècles plus tard, lorsqu'il a soumis son plaidoyer sur le droit. 2 siècles plus tard, Cicéron y recueille ses premières impressions de droit naturel et s'imprègne de la pensée stoïcienne d'Ochéosis que l'empereur Marc Aurèle cherche à mettre en œuvre. 9 siècles plus tard, l'Académie est suspendue par l'édit d'un empereur que les juristes vénèrent pour d'autres raisons, Justinien. Mais ensuite, elle refait surface, quelques siècles plus tard, comme un premier signe de la renaissance intellectuelle en Europe, dans la Nouvelle Athènes, c'est-à-dire la Florence des Médicis, à l'époque de Ficino et Pico, lorsque l'étonnant Raphaël a produit et immortalisé l'école d'Athènes dans sa fresque. À partir de là, l'idée d'une académie conquiert l'Europe. Colbert et Richelieu créent des académies royales à Paris. Newton et Locke s'épanouissent à Londres. Leibniz participe à la fondation des académies de Berlin et de Saint-Pétersbourg. Et en 1872, Caspar Blunschli rédige les statuts d'une Akademie des Völkerrechts, la respectable Compagnie des savants, qui opte finalement pour un autre nom, Institut. Et c'est cet institut de droit international qui est l'ancrage principal de cette institution-ci. C'est à partir de cet institut que le curatorium fut adopté et que les professeurs furent invités à donner des cours aux étudiants de l'académie. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Idem pour le lieu de cette académie. L'académie n'a jamais été conçue dans le vide, comme une institution autonome. Dès le début, elle visait à être incorporée dans l'œuvre de La Haye. L'idée a vu le jour lors de la première conférence de la paix, lorsque ce qu'on appelait les nations civilisées du monde
ont rejeté l'idée d'un arbitrage obligatoire comme elles le feraient plus tard en 1907 et 1920 et rejetteraient l'idée d'une adjudication obligatoire, mais sous forme d'alternative. Il fut imaginé d'avoir une équipe consultative d'érudits pour compléter les conventions des conférences adoptées par les nations. Et ce qui a donné lieu et compléter les cours et tribunaux internationaux en mettant à l'épreuve la doctrine. Mais cette idée, une fois de plus, fut rejetée. Elle a refait surface en 1907. Et à ce moment-là, les puissances ont été elles-mêmes invitées à choisir une équipe d'érudits, un ensemble d'érudits, et des statuts furent rédigés. Or, il fut décidé que cette institution devrait être autonome des puissances en question. Et donc, une fois de plus, les puissances rejetèrent l'idée. Mais c'est ici, à La Haye, qu'on imagina l'idée d'une université et d'un cours de 2 ans de droit international et de sciences politiques. Ici, dans ce qu'on appelle la zone internationale. Mais cette idée était trop ambitieuse et trop coûteuse, et l'idée d'une université fut opposée par les centres universitaires existants. On avait besoin d'une idée d'un esprit très pragmatique pour remettre à jour cette idée. Un jeune avocat d'Amsterdam commença la première conférence de la société, de l'Association des sciences sociales à Bruxelles, avec un certain nombre de thèses très provocatrices sur le droit international privé. Dès le début, avec Gustave Couvreur et John Wesley de Cambridge et Gustave Rollin-Jacquemin de Gand, cette idée fut lancée. Et 2 ans plus tard, en 1868, l'association a lancé son annuaire et le premier journal de droit international, la revue de droit international et de législation comparée, la RDILC. 4 ans plus tard, dans le sillage de la guerre et de l'arbitrage de l'Alabama à Genève, d'éminents internationalistes tels que de Savigny, Moynier et Bluchly ont invité ces jeunes gens très dynamiques à créer l'Institut. 20 ans plus tard, à Serres, alors à la tête de la section privée de l'Institut, créa la conférence de La Haye. Et 5 ans plus tard, il fêtait le jubilé de l'Institut à La Haye, qui aborda un certain nombre de questions le jour même où le tsar russe, qui avait besoin d'un moratoire lors de l'implacable course au désarmement, proclamait son fameux plaidoyer en faveur de la paix. Dans les mois qui suivirent, Féodor Martins transforme ses projets illusoires en programmes solides basés sur le projet de recherche de l'Institut de droit international. Martins
invita alors Acer à organiser la conférence de la paix à La Haye et lui donna le rôle d'arbitre pour trancher le différend avec les États-Unis. Ce qui permit à Acer d'obtenir un poste à Washington. En 1907, Acer aida son cher ami Louis Renault à obtenir le prix Nobel de la paix. Et 3 ans plus tard, Renault et Charles Lioncan lui rendirent l'appareil. Acer consacra alors la moitié de son prix à remettre à flot le projet de l'Académie. Il créa un groupe de réflexion aux Pays-Bas et se tourna vers Elijah Root et James Brown Scott, qui étaient à la tête de la fondation Carnegie qui venait d'être créée. Tous deux venaient des États-Unis et ont réduit l'idée d'une université à un cours d'été, ce qui réduisait nettement le budget et permettait d'attirer les universités dans ce projet. L'Académie devait ouvrir ses portes en 1915, mais 5 ans plus tard, 2 membres du Conseil consultatif de juristes, assemblés ici à La Haye pour préparer les statuts de la Cour, recommandèrent à la Ligue des Nations, à la Société des Nations, d'accélérer le processus sous l'égide de Elijah Root et James Brown Scott. Et le 14 juillet 2023, l'Académie ouvrait ses portes avec 315 étudiants, dont 10% seulement étaient des femmes, assistèrent au premier cours. Dès le début, ce fut un succès. En une semaine, James Brown Scott créa l'amicale de l'Académie qui devint l'Association des auditeurs et anciens auditeurs, l'AAA, et qui s'organisa en affiliation nationale pour organiser des conférences mondiales. Et Daniel Vine, dans les années 50, Joselle et la légendaire Madame Bastide organisèrent l'annuaire français de droit international, l'AFDI, dans le cadre de ses affiliations nationales. Ce succès n'était pas par hasard. C'était une formule absolument en or, une formule parfaite. L'Académie est dirigée par le curatorium, dont le président est le président de l'Institut. Et est constitué de membres et d'associés et de personnes qui sont susceptibles d'être nommées à la Cour internationale de justice ou dans d'autres instances internationales comme juge adjoint, juge ad hoc, ou sont susceptibles de comparaître devant les juges comme représentants ou avocats. Leur présence est donc un atout indispensable pour l'Académie. Et les statistiques sont impressionnantes. Quelques 350 membres de l'Institut ont produit plus de 700 cours sur les 1400 de l'Académie. Sur les 100 membres du curatorium, 90 ont été sélectionnés dans les rangs de l'Institut. 80 juges ont été membres de l'Institut.
et qui ont produit d'ailleurs un certain nombre de cours pour l'Académie. En 1923, Philip Jessup, en tant qu'étudiant, a assisté à l'Académie et a donné son premier cours en 1929 et fut nommé à l'Institut, au Curatorium et à la CIJ. Donc il a fait toute une carrière. Idem pour le professeur Rago qui, en 1929, a assisté au cours en tant qu'étudiant. Et il a siégé à la Cour pendant 16 ans et il a siégé au Curatorium pendant une trentaine d'années. Idem pour tous les juges de 1925. Donc tous les ans, des lecteurs ici sortent des rangs et deviennent des juges de très haut niveau, au niveau international. Nous ne savons pas encore qui parmi vous rejoindra les rangs de ces illustres juges. C'est ce qu'on appelle l'estafette d'excellence, cette course à l'excellence. Et vous allez me dire, mais ça n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il du domaine privé? Eh bien, le chef de file de la branche privée de l'Institut venait des Pays-Bas et c'est lui qui a lancé cette idée de comitas. Et Acer créa la conférence de La Haye qui a lancé l'œuvre de La Haye. Et il a recruté Albéric Rollin comme secrétaire général de l'Académie, après que celui-ci ait été bibliothécaire en chef de la Cour. Mais ces conférences de La Haye ont parfois été contestées. On se souvient des discussions entre Renaud et Acer sur la méthodologie et les principes généraux. Ce que nous avons vu à l'Académie dans l'entre-deux-guerres était un discours polémique sur tout ce qui avait occupé Pasquale Mancini et autres. Le renvoi, l'exécution des jugements étrangers, le domicile et la nationalité, etc. À cela s'ajoutent les chocs des autonomistes et anti-autonomistes et la lutte difficile par le biais des études comparatives. Et tout ceci ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'en 1947, un Suisse décide qu'il fallait tout recommencer pour redonner vie à l'Académie. Et 2 congrès permirent de raviver, de redonner vie à cette académie. En 1951, un nouveau statut fut rédigé et en 1955, un nouveau secrétariat général fut créé ici à La Haye. Et depuis, l'Académie a été couronnée de succès. Les 2 institutions, l'Académie et la Conférence de La Haye, ont opéré comme des sœurs jumelles, avec un effort commun et une synergie pour créer des projets ensemble qui ont donné lieu à une quarantaine de conventions signées par des centaines de nations. L'Académie et la Conférence de La Haye, ensemble, sont devenus des acteurs mondiaux. Et c'est à partir de ces cercles qu'en 2005, l'idée est venue de créer un nouvel auditorium pour l'Académie. L'histoire de l'Académie se divise en plusieurs périodes. La première étape, l'entre-deux-guerres.
Chaque génération a ses propres attentes, ses propres espoirs, mais aucune génération n'a connu autant de tragédies que l'entre-deux-guerres. On a commencé par le traité de Versailles qui a donné lieu à une nouvelle ère. La Cour mondiale, le système collectif de sécurité étaient de toutes nouvelles expériences très ambitieuses. On avait l'impression que le droit avait enfin trouvé sa place. Les traités de Locarno, le pacte et les appels à une conférence de codification n'ont fait que renforcer cette idée. À l'Académie, on a travaillé sur des cours pour discuter de conventions, de questions de travail, des questions de discrimination, de minorités, etc. On a travaillé pour lancer de nouvelles idées sur les droits et les obligations des États et pour travailler sur l'égalité juridique de tous les États et qu'on retrouve aujourd'hui dans cette rivalité constante entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée. Tout ceci a touché à sa fin avec le clash de Wall Street et des guerres civiles en Chine, au Brésil et en Espagne. Le monde du droit comprit alors qu'il n'avait pas complètement abattu le Léviathan. La guerre, l'agression étaient toujours bien en vie. 600 étudiants avaient assisté à 400 cours recueillis dans 70 volumes, mais ça n'avait pas mis fin aux guerres. San Francisco était comme un renouveau et personne n'a souhaité regarder en arrière. Notamment parce que de nouveaux défis mondiaux leur faisaient face. Des questions de droits humains, des préoccupations en la matière, les affaires humanitaires. Tout ceci fut mis à plat dans les déclarations des droits de l'homme, dans les conventions sur le génocide, dans les déclarations de la Commission des droits de l'homme, dans les conventions de Genève et dans les déclarations universelles des droits de l'homme des Nations unies. À l'Académie, 3 choses avaient changé. Premièrement, les cours étaient désormais aussi donnés en anglais, pas seulement en français, ce qui a donné toutes sortes de nouvelles possibilités, notamment en termes de professeurs et d'étudiants. Deuxièmement, l'Institut faisait face à un concurrent, la Commission de droit international sous l'égide des Nations unies, qui opérait dans le même domaine, mais d'un point de vue sous un angle différent, non pas sous l'angle universitaire, mais sous l'angle politique. Ça aurait pu mener à des consultations, mais finalement, cela a bien fonctionné parce que elles travaillent ensemble, en synergie, et ont préparé les premières grandes conventions de l'ère des Nations unies sur le droit de la mer, sur le droit consulaire et diplomatique, et surtout sur le droit des traités de 1969. Sur les 230 membres de la Commission de droit international,
90 ont rejoint l'Institut et ont assuré 130 cours ici même. Et si l'appartenance à la commission et l'appartenance à la cour ici étaient incompatibles, une trentaine de juges, lors de leur élection, avaient déjà une riche expérience car ils avaient siégé à la commission, ce qui a enrichi l'expérience de la cour. Le troisième aspect concerne l'aspect financier. Jusqu'à 1945, la Fondation Carnegie avait, ou le don Carnegie avait financé l'Académie. Mais tout ceci s'est terminé. Mais ce qui a créé une nouvelle idéologie, une nouvelle façon de penser au sein du curatorium, qui a revu toutes ces politiques et a eu de nouvelles idées, notamment le fait de passer d'un certificat à un diplôme avec un examen. La deuxième idée introduite 5 ans plus tard a été de créer des cours avancés précisément pour les détenteurs du diplôme et des centres de recherche et d'études qui sont en quelque sorte les laboratoires du droit. Ces centres d'études et leurs équipes, au cours des 70 dernières années, ont abordé toutes les grandes questions brûlantes du droit international. Et de ce fait, le curatorium a été pris par surprise. Le processus de décolonisation l'a totalement pris par surprise. Il était bloqué dans ce système. Et c'est l'affaire en 1966 devant la Cour qui a ouvert les yeux du curatorium. Et un an plus tard, on a commencé à réfléchir à un programme extérieur. On a fait une visite pour préserver l'unité du droit. Donc, comme Mohamed et la montagne, le curatorium s'est tourné vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Amérique latine. Et en 1973, lors du 50e anniversaire de l'Académie, le curatorium a estimé qu'il était, une fois de plus, en mesure de faire face aux défis à venir. Et ceci a coïncidé, plus ou moins, avec la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Du jour au lendemain, la Cour internationale qui était en déclin depuis une vingtaine d'années ou ignorée depuis 20 ans, a repris vie. Et pour l'Académie, tout ceci a été lié à une seule personne. L'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, qui, lors de son élection, a annoncé en 1992 l'agenda pour la paix. Et un an plus tard, il a désigné La Haye comme capitale judiciaire du monde, en estimant qu'elle serait le domicile du TPY. Et du jour au lendemain, cela a transformé le prestige et l'opinion qu'on avait de la paix. En 10 ans, toutes sortes de nouvelles juridictions internationales et d'organisations internationales et d'ONG ont convergé vers La Haye. Et tout ceci a couvert le droit international, l'intégration européenne, la lutte contre les armes chimiques, etc. La CPI, l'OIAC, la CPA, la Belle au bois dormant qui dormait depuis 50 ans,
tous se sont réveillés et la Cour permanente d'arbitrage est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et à l'instigation de Max van der Stoel et Peter Koemans, la fondation Carnegie a investi dans les infrastructures et les locaux du Palais de la Paix pour donner un vrai siège à cette académie. Et une fois de plus, le curatorium s'est réinventé, a abaissé son âge maximal en termes de membres et a établi toutes sortes de nouveaux projets. Je ne peux pas tous vous les citer, mais la première secrétaire générale femme de l'Académie, Madame Burdeau, venait des tribunaux sur les droits humains. Son successeur, Yves Daudet, a émis l'idée du livre de poche. Et le secrétaire général actuel nous a donné les sessions du cours d'hiver, avec les différents cours et les différentes sessions avec la CPI. Lors de la première session, en 1923, il n'y avait que 35 femmes. Aujourd'hui, le contingent féminin dépasse de loin le contingent masculin. La première femme à donner un cours à l'Académie était en 1927. Et il a fallu longtemps pour que les choses progressent. On a commencé avec Madame Bastide et Madame Binschledler. Ensuite, nous avons eu Madame Diedrich Verschoor et ensuite Dame Rosalind Higgins. Or, aujourd'hui, 5 membres du curatorium sont des femmes. L'une d'entre elles est juge à la Cour. En fait, l'Académie est bien mieux placée que jamais pour faire face à ce qui l'attend, à ce qui nous attend. Et pour vous, étudiants, les choses n'ont jamais été meilleures. L'Académie vit à 2 niveaux, l'éducation et la recherche. L'atout principal pour l'éducation, ce sont ses cours, bien entendu. Un échange de vues entre les générations et les cultures. Et la proximité de toutes ces institutions nous permet d'avoir cette course d'excellence dont je vous parlais. Et nous avons pour la recherche ces recueils de cours et les 120 volumes qui existent aujourd'hui. Et la pièce de résistance de ces cours, ce sont bien entendu les cours généraux qui ont démarré en 1929. Tout ce qui était important en droit et tout ce qui est important en droit au cours des 100 dernières années s'y trouve. La plupart de ces cours sont devenus immédiatement de grands classiques et la plupart de leurs auteurs sont des personnages légendaires aujourd'hui en droit international. C'est comme une galerie de héros et on peut à partir de là tirer les grands canons du droit international. Les droits humains, un discours qui a démarré certainement à Valladolid en 1550. Et tout ceci, on le retrouve dans les recueils. Le droit de la mer qui a commencé par Grotius et qui est passé par toutes sortes de phases et de développement technologique. Et tout ceci, on peut le retrouver dans le recueil une fois de plus, tout ce processus qui a abouti à la création du tribunal à Hambourg. À la fin du XIXe siècle,
On estimait que l'économie était l'élément clé pour la paix. Et la Première Guerre mondiale nous a démontré que tel n'était pas le cas. Et plus d'une centaine de cours à l'académie ont raconté cette histoire. Et alors que je vous parle aujourd'hui, notre préoccupation est vraiment d'avoir un équilibre entre économie et écologie, et de nouveaux concepts tels que le développement durable ou la protection de la biodiversité sont des choses qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, tous ces éléments sont attaqués, sont agressés. L'eau potable devient une denrée rare. L'air est pollué. La terre a du mal à nourrir 8 milliards d'individus. Benjamin Cardozo nous a dit que la vie précède le droit. Mais il est essentiel pour le droit de savoir ce qui se passe dans la société. Et surtout, dans une institution telle que l'Académie, nous devons toujours être des pionniers, car nous sommes à la croisée des chemins entre l'ex-lecta et l'ex-véranda. La conclusion de ces 100 dernières années est plutôt positive. C'est une institution très précieuse. Il y a eu des heures. On a toujours dit que l'Académie est trop gentille avec la cour. Il y a toujours certains professeurs qui sont tendancieux, etc. Ce sont des accusations que l'on entend constamment. Mais globalement, c'est une tradition merveilleuse. Et j'ai 2 desiderata à vous soumettre. Premièrement, on l'a vu à l'écran, on a vu le statut de la Cour. Elle vise à promouvoir le droit international. Et c'était une approche naturelle au début, parce qu'on pouvait reproduire la composition de la délégation à la conférence de la paix. Mais au cours des 100 dernières années, tous ces diplomates, tous ces scientifiques, et même tous ces membres de l'armée ont fréquenté notre académie. Mais ne faudrait-il pas de temps à autre inclure un cours dans lequel nous invitons des représentants de ces sciences annexes à nous donner leur perspective, leur avis sur le droit? Deuxièmement, rien ne m'intrigue plus que ce que l'on trouve dans la tradition des cours, les segments du cours, privé ou public, national ou international. Ça donne lieu à toutes sortes de polémiques incroyables. On a vu Argos, Peduti, Batifol et d'autres s'opposer sur toutes ces questions. Mais une fois de plus, dans les réalités modernes et dans la justice, ne serait-il pas intéressant de créer une task force pour voir ce que nous pouvons faire pour rassembler toutes ces perspectives, toujours en gardant nos esprits très ouverts? En 1972, Jennings, ici, nous a dit que la charte et tout cela était dépassé, qu'il fallait repenser les choses. Et c'est l'Académie qui peut le faire. Et enfin, je lance un appel à la nouvelle génération. Au cours du dernier siècle,
l'AAA a fait partie de l'épine dorsale de l'Académie. Et c'est un paradoxe, mais tout s'est effondré avec l'ère de la communication, lorsque tous les paramètres ont été remis en cause. Au vu des défis qui nous attendent, on ne peut pas se permettre de ne pas mobiliser toutes les forces annexes et connexes. Vous, la prochaine génération, devez participer à toutes les institutions et affiliations nationales, car c'est une voie annexe qui peut aider. Le droit international a connu des méandres tout au long des 100 dernières années. Même face à des vents contraires, le droit international a suivi son cours, tout en sachant quelle était sa destination finale. Et cet objectif a été fort bien formulé de façon éminente à l'ouverture de l'Académie de La Haye en 1923 par son premier président, Lyon Can, en disant un jour « Le droit sera le souverain du monde ». Et ça doit être notre slogan. Et je vous invite à répéter cette phrase avec moi avec conviction. Un jour, le droit sera le souverain du monde. Allez, encore, tous ensemble. Merci, Monsieur le Président.